En octobre 2010, Henri Blanchard découvre une boussole navale ancienne sur la plage de Ploumanac'h, gravée des initiales de 4 amis disparus 22 ans plus tôt. À l'intérieur, un microfilm révèle des photographies troublantes qui changeront pour toujours la compréhension d'une tragédie qui a marqué toute la Bretagne. Mais comment cette boussole a-t-elle pu rester cachée pendant plus de 2 décennies? Et que révèlent exactement ces images que 4 jeunes hommes ont payé de leur vie pour documenter? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les mystères réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. L'été 1988 touche à sa fin sur la côte bretonne. Les falaises de granit rose de Ploumanac'h, sculptées par des millénaires de tempêtes atlantiques, dressent leur formation spectaculaire face à une mer d'Iroise capricieuse. Cette région des Côtes d'Armor attire chaque année des milliers de visiteurs, mais c'est aussi un territoire que seuls les locaux connaissent vraiment, avec ses sentiers cachés, ses grottes secrètes et ses courants traîtres qui ont déjà emporté plus d'un imprudent. Yann Le Goff, 20 ans, vit cette passion pour sa terre natale avec l'intensité de sa génération. Fils d'un marin-pêcheur de Perros-Guirec, il a grandi avec le bruit des vagues et l'odeur du varech. Mais contrairement à son père, Yann ne voit pas la mer comme un gagne-pain. Il la voit comme une toile infinie à capturer à travers son objectif. Depuis qu'il a reçu son premier appareil photo pour ses 18 ans, un Nikon FM robuste, il parcourt la côte bretonne à la recherche du cliché parfait, celui qui révélerait la beauté sauvage de son pays à ceux qui ne savent pas regarder. Alan Kerouac, son meilleur ami depuis l'enfance, partage cette obsession, mais avec une approche plus technique. À 20 ans également, Alan est celui qui calcule les marées, étudie les cartes marines et s'assure que leurs expéditions photographiques ne tournent pas au cauchemar. Petit-fils d'un capitaine de la marine marchande, il a hérité d'une collection d'instruments navals anciens et d'une connaissance instinctive des dangers de la côte. Sa boussole navale en bronze, gravée des initiales des 4 amis lors de leur dernière sortie ensemble, ne le quitte jamais lors de leurs explorations. Gwenaël Prigent, le 3e membre de leur groupe, apporte une dimension différente à leurs aventures. Étudiant en histoire bretonne à l'université de Rennes, il connaît chaque légende, chaque récit de contrebandier et chaque histoire de naufrage qui jalonne cette côte depuis des siècles. C'est souvent lui qui guide le groupe vers des endroits méconnus, des grottes oubliées ou des sentiers que seuls les anciens du village se rappellent encore. Loïc Kozik complète ce quatuor d'amis inséparables. Plus téméraire que les autres, il pousse constamment le groupe à explorer des zones plus dangereuses, des falaises plus escarpées, des grottes plus profondes. Fils d'un garde-côte, il nage comme un poisson et grimpe comme un chat, ce qui rassure les autres quand il s'aventure dans des endroits particulièrement risqués. En cette fin septembre 1988, l'été indien offre encore quelques journées de lumière dorée parfaites pour la photographie. Les touristes sont partis, laissant la côte à ses habitants permanents et à quelques passionnés comme ce groupe d'amis. C'est dans cette atmosphère paisible que naît l'idée de leur dernière expédition. Le projet germe un soir de septembre dans le café du port de Perros-Guirec, où les 4 amis ont l'habitude de se retrouver pour planifier leur sortie photographique. Yann sort ses derniers tirages, des clichés pris lors des grandes marées d'août, qui montre la puissance brute de l'océan s'écrasant contre les rochers de granit rose. « Regardez ces lumières », dit-il en étalant les photos sur la table de bois usée. C'est exactement ce qu'il faut pour le concours de la revue Géo. Mais j'ai besoin de quelque chose d'encore plus spectaculaire. Alan étudie les images avec son œil technique habituel. Les cadrages sont parfaits, mais tu as raison. Il faut quelque chose d'inédit. Quelque chose que personne n'a jamais photographié. C'est Gwenaël qui suggère l'idée fatale. J'ai trouvé une référence dans les archives municipales à une grotte marine que les contrebandiers utilisaient au XVIIIe siècle. Elle ne figure sur aucune carte touristique moderne. D'après les descriptions, elle serait accessible uniquement à marée basse et les formations rocheuses à l'intérieur seraient exceptionnelles.
Loïc lève immédiatement les yeux de sa bière. Où ça exactement? Côté nord de Ploumanach, après la pointe de Skewell. Il faut longer la côte sur environ 2 kilomètres, puis descendre par un sentier qui n'est plus entretenu depuis des décennies. Alan sort sa carte marine et trace le parcours avec son doigt. Ça se tient. Cette zone n'est jamais fréquentée parce que l'accès est difficile et dangereux. Mais si on y va au bon moment, avec le bon équipement, les conditions seront parfaites samedi prochain, continue Alan en consultant ses tables de marée. Marée basse à 14h47, coefficient 95. On aura une fenêtre de presque 3 heures pour explorer et photographier. Yann sent l'excitation monter. Imaginez les clichés qu'on pourrait ramener d'un endroit pareil, des formations que personne n'a vues depuis des siècles. Et l'aspect historique, ajoute Gwenaël. Si c'est vraiment l'ancienne cache des contrebandiers, on pourrait découvrir des vestiges, des traces de leur passage. Loïc, toujours pratique malgré son côté aventurier, pose les bonnes questions. Quel équipement on emmène? Il va falloir descendre du matériel photo dans un sentier difficile, puis l'emmener dans une grotte humide. J'ai un sac étanche pour l'appareil et les objectifs, répond Yann, et mes flashs de studio alimentés par batterie pour éclairer l'intérieur de la grotte. Alan réfléchit aux aspects techniques. Je prends la boussole navale pour la navigation, plus une carte de secours, et des cordes, au cas où la descente serait plus compliquée que prévu. Moi je me charge de documenter tout ce qu'on trouve, dit Gwenaël. Carnet, crayon, matériel de mesure. Si on découvre vraiment des traces historiques, il faut tout noter correctement. Et moi j'apporte l'équipement de sécurité, conclut Loïc. Lampe, torche de secours, trousse de premier secours, fusée de détresse. On ne sait jamais. Il fixe le rendez-vous pour samedi 1er octobre à 11h30 au parking de Ploumanach. Cela leur donnera le temps de rejoindre la zone, de repérer l'accès et d'être dans la grotte au moment optimal de la marée basse. Le samedi 1er octobre 1988 se lève sous un ciel breton typique, quelques nuages chassés par un vent d'ouest modéré, mais avec cette lumière particulière de l'automne qui fait ressortir les couleurs du granit rose. Yann se réveille avant l'aube dans la petite maison familiale de Perros-Guirec, l'estomac noué par l'excitation et une pointe d'appréhension. Il prépare méticuleusement son matériel photographique, vérifie une dernière fois ses pellicules et s'assure que ses batteries sont chargées. À 11h25, les 4 amis se retrouvent comme prévu sur le parking de Ploumanach. L'endroit est presque désert en cette saison. Seuls quelques promeneurs du dimanche parcourent le célèbre sentier des douaniers. Yann porte son sac photo renforcé, Alan a sa sacoche d'instruments navals, Gwenaël transporte son matériel de documentation et Loïc s'est chargé de l'équipement de sécurité. Conditions parfaites, annonce Alan en consultant sa boussole et ses cartes. Vent faible, visibilité excellente, et la marée descend exactement comme prévu. Il s'engage sur le sentier côtier, d'abord facile et bien balisé, puis de plus en plus sauvage à mesure qu'il s'éloigne des zones touristiques. Après 45 minutes de marche, ils atteignent la pointe de Skewell et commencent à chercher l'accès à la grotte décrite par Gwenaël. D'après mes recherches, l'entrée devrait être là, dit-il en montrant une zone où la falaise semble légèrement en retrait. Il faut descendre sur une 20aine de mètres. Loïc examine le passage. C'est faisable, mais pas évident. La roche est humide, et il n'y a pas beaucoup de prise. Je passe en premier pour sécuriser. La descente leur prend une demi-heure. Le sentier, s'il en a jamais existé un, a pratiquement disparu sous les ronces et les éboulis. Mais leur persévérance paye. À 13h15, ils découvrent effectivement l'entrée d'une grotte marine, partiellement cachée par des rochers et des algues séchées. Incroyable, murmure Yann en sortant déjà son appareil photo. Regardez cette lumière qui filtre à travers l'ouverture. L'entrée de la grotte, haute d'environ 3 mètres, s'ouvre sur une cavité qui semble s'enfoncer profondément dans la falaise. La marée descendante a découvert un sol de sable fin mélangé à des galets polis par des millénaires de mouvements de mer. Alan consulte sa montre et ses tables. On a 3 heures avant que la marée remonte, largement suffisant pour explorer et photographier.
Il s'enfonce dans la grotte, émerveillé par ce qu'il découvre. La cavité naturelle est bien plus vaste qu'il ne l'imaginait, avec plusieurs salles reliées par des passages étroits. Les parois de granit, polies par l'eau, créent des reflets fascinants sous l'éclairage des lampes torches. Là, s'exclame soudain Gwenaël, en éclairant une paroi latérale, des marques gravées dans la roche. Regardez, on dirait vraiment des signatures ou des initiales. Yann se précipite avec son matériel photo. Les formations rocheuses, les jeux de lumière, les traces historiques, tout se conjugue pour créer un décor extraordinaire. Il commence à mitrailler, testant différents angles, différents éclairages. « C'est exactement ce que je cherchais », dit-il, l'œil collé au viseur. Ces photos vont faire sensation, mais c'est en explorant la salle du fond, la plus reculée de la grotte, qu'ils font une découverte qui va changer leur destin. Alan, qui éclaire les recoins avec sa lampe torche, s'immobilise soudain. « Les gars, venez voir ça, et éteignez vos lampes une seconde. » Dans l'obscurité totale, ils entendent quelque chose d'inattendu. Des voix humaines, étouffées mais distinctes, qui semblent venir de l'extérieur de la grotte. Mais pas du côté par lequel ils sont entrés. De l'autre côté, comme s'il y avait une autre ouverture. « Il y a quelqu'un d'autre ici », chuchote Loïc. Gwenaël connaît ses archives. C'est possible. Beaucoup de ces grottes marines ont plusieurs accès. Celui que nous avons emprunté et d'autres accessibles seulement par bateau. Les voix se rapprochent, accompagnées de bruits de matériel qu'on déplace. Par prudence, le groupe éteint toutes ses lampes et se tapit dans l'ombre de la salle du fond. Ce qu'ils vont voir et entendre dans les minutes qui suivent les condamnera. Dans l'obscurité de la grotte, les quatre amis entendent distinctement l'arrivée d'un bateau à moteur. Le bruit du moteur qui se coupe, des voix d'hommes qui donnent des ordres, le choc de matériel lourd qu'on décharge. Tout se passe de l'autre côté de la cavité par un accès maritime qu'ils n'avaient pas soupçonné. Alan, le plus proche de l'ouverture donnant sur cette seconde entrée, fait signe aux autres de rester silencieux. Il se glisse furtivement vers le passage qui relie les deux parties de la grotte et regarde prudemment. Ce qu'il voit le glace d'effroi. 3 hommes en tenue civile déchargent méthodiquement des caisses étanches d'un bateau semi-rigide de bonne taille. Les caisses portent des inscriptions en espagnol et dégagent une odeur caractéristique que tous reconnaissent. L'odeur chimique et âcre des drogues de synthèse qu'on voit parfois dans les reportages télévisés. L'opération est visiblement rodée. Les hommes travaillent en silence, avec des gestes précis, empilant les caisses dans la partie de la grotte accessible par la mer. L'un d'eux, apparemment le chef, vérifie une liste sur un carnet étanche. 24 caisses, comme convenu, dit-il avec un accent qui semble venir du sud de la France. Le contact sera là demain soir à marée haute pour récupérer la marchandise. Et si quelqu'un découvre l'endroit, demande un autre. Personne ne connaît cette grotte. Elle n'est sur aucune carte moderne, et l'accès par terre est impraticable pour la plupart des gens. C'est pour ça qu'on l'utilise depuis 3 ans sans problème. Yann, qui a rejoint Alan, réalise l'importance de ce qu'ils sont en train de voir. Son instinct de photographe prend le dessus sur la prudence. Il sort très lentement son appareil photo, ajuste les réglages pour une prise de vue dans la pénombre, et commence à documenter discrètement la scène. Le déclic de l'obturateur, pourtant réglé au minimum sonore, résonne dans le silence de la grotte comme un coup de tonnerre. Les trafiquants s'immobilisent instantanément. Qu'est-ce que c'était? On dirait un appareil photo. Le chef fait un signe et les 3 hommes se dirigent vers la partie de la grotte où se cachent les 4 amis. Plus de doute possible, ils ont été repérés. Il y a quelqu'un là-dedans. Loïc, comprenant que la fuite est leur seule option, chuchote aux autres. On file maintenant par où on est venu, mais c'est trop tard. Les trafiquants ont des lampes torches puissantes et connaissent manifestement bien la configuration de la grotte. En quelques secondes, les 4 amis se retrouvent encerclés, pris au piège dans la salle du fond. « Alors, qu'est-ce qu'on a là ?» dit le chef en braquant sa lampe sur eux. 4 petits curieux avec un appareil photo. Yann serre instinctivement son icône contre lui. « On ne faisait que photographier la grotte. On ne vous a pas vu. »« Bien sûr que si, tu nous as vus. Et tu nous as photographiés. » L'homme s'approche et tend la main. « Donne-moi l'appareil. »
Il n'y a rien d'intéressant dessus, juste des photos de rochers. L'appareil, maintenant, Yann n'a pas le choix. Il tend son icône, mais le trafiquant, au lieu de simplement prendre les pellicules, examine l'appareil sous tous les angles. Un beau matériel. Et vous êtes venu comment jusqu'ici? Alan comprend que mentir ne servirait à rien. Par le sentier côtier, on descend de Ploumanach. Vous connaissez cette grotte comment? Gwenaël, malgré la peur, répond honnêtement. J'ai trouvé des références historiques dans les archives. Les contrebandiers l'utilisaient autrefois. Le chef échange un regard avec ses complices. Des archives. Donc d'autres personnes savent que cet endroit existe. Non, non, s'empresse de dire Gwenaël. C'était juste une note dans un vieux registre. Personne d'autre ne s'y intéresse. Et vous n'avez parlé à personne de votre sortie aujourd'hui. Les 4 amis se regardent. Ils pourraient mentir, prétendre que leurs familles savent où ils sont. Mais la vérité, c'est qu'ils sont partis en exploration comme ils le font souvent, sans prévenir précisément de leur destination. Leur silence en dit long. Parfait, dit le chef avec un sourire qui glace le sang. Ça simplifie les choses. Ce qui se passe ensuite est rapide et méthodique. Les trafiquants sont armés et organisés. Ils connaissent manifestement ces côtes et ces dangers naturels que représentent les marées et les courants. En moins d'1 heure, ils ont fait disparaître toute trace du passage des 4 amis, utilisant la mer et les rochers pour effacer leurs preuves. L'appareil photo de Yann, avec ses pellicules compromettantes, finit au fond de l'océan. Mais la boussole d'Alan, tombée dans la confusion et roulée sous un rocher par les mouvements de l'eau, échappera aux recherches des trafiquants. Quand les 4 amis ne rentrent pas le samedi soir, leur famille ne s'inquiète pas immédiatement. Ces jeunes hommes de 20 ans ont l'habitude de prolonger leurs expéditions photographiques et de passer parfois la nuit à la belle étoile pour capturer des levées de soleil exceptionnelles. C'est dimanche soir que l'alerte est donnée. Monsieur Le Goff, le père de Yann, appelle les parents des 3 autres garçons. Aucun n'a eu de nouvelles depuis samedi matin. Lundi matin, Madame Le Goff se rend à la gendarmerie de Perros-Guirec pour signaler la disparition. Le maréchal des logis, Hervé Cadic, un homme du pays qui connaît bien les dangers de la côte, prend la déclaration au sérieux. « Ils étaient équipés comment ?» demande-t-il. Yann avait son matériel photo complet, les autres avaient leurs affaires habituelles pour leur sortie. Ils connaissent bien la région. Une destination précise? Pas exactement. Ils prospectaient souvent du côté de Ploumanach, vers les endroits moins fréquentés. Le gendarme hoche la TTE. En 20 ans de service sur cette côte, il a vu trop d'accidents. Des photographes amateurs qui s'approchent trop des falaises pour un cliché spectaculaire, des randonneurs surpris par la marée, des escaladeurs qui sous-estiment la friabilité du granit breton. L'enquête démarre immédiatement. Une équipe de recherche est constituée, comprenant les gendarmes locaux, les pompiers, les sauveteurs en mer et les bénévoles du village. Le mardi matin, plus de 50 personnes battent la côte entre Perros-Guirec et Trébeurden. Les recherches se concentrent naturellement sur les zones les plus dangereuses, les falaises abruptes où un accident serait possible, les secteurs où la marée pourrait avoir emporté des victimes, les grottes marines accessibles à pied mais risquées. Jean-Paul Kerdraon, un pêcheur qui connaît chaque recoin de la côte, guide l'équipe de recherche maritime. Ces jeunes, ils aimaient photographier quoi exactement? Les paysages, les formations rocheuses, surtout les endroits spectaculaires, répond le père de Yann qui participe aux recherches. Dans ce cas, ils ont pu aller du côté de la pointe de Skewell. C'est là qu'on a les formations les plus impressionnantes, mais c'est aussi le plus dangereux. L'équipe se dirige effectivement vers cette zone. Ils découvrent des traces de passage récents sur le sentier côtier, des branches cassées, quelques empreintes dans la terre humide, mais rien de concluant. Plus troublant, ils trouvent également des traces de passage par bateau près des rochers, accessibles seulement par la mer. Des marques d'amarrage récentes, des traces de débarquement. Mais en octobre, il n'est pas rare que des pêcheurs ou des plaisanciers fréquentent encore ces zones. On va vérifier toutes les grottes marines accessibles, décide le maréchal des logis Cadic. S'ils sont tombés quelque part, ou s'ils se sont abrités suite à un accident, c'est là qu'on les trouvera. L'exploration des grottes ne donne rien.
Les équipes de secours découvrent bien la grotte où ont disparu les 4 amis, mais les trafiquants ont eu le temps de faire le ménage. Plus de caisses, plus de traces de leur activité, et surtout plus aucun indice de la présence des photographes. La boussole d'Alan, roulée par les courants sous un rocher dans une fissure profonde, reste invisible malgré les recherches minutieuses. Après une semaine de recherches intensives, l'enquête marque le pas. Aucun corps n'a été retrouvé. Aucun matériel n'a été découvert. Aucun témoin n'a vu les 4 amis après leur départ du parking de Ploumanac'h. L'hypothèse officielle retenue est celle de l'accident. 4 jeunes hommes expérimentés mais peut-être imprudents, emportés par une vague scélérate ou victimes d'un éboulement sur une falaise instable. La mer et les courants du large ont fait le reste, dispersant les corps vers des zones où ils ne seront jamais retrouvés. Cette explication, pour tragique qu'elle soit, semble cohérente avec ce qu'on sait des dangers de cette côte bretonne. Les mois qui suivent la disparition transforment radicalement la petite communauté de Perros-Guirec. 4 familles basculent dans un deuil particulier, celui des disparus sans corps, sans certitude, sans possibilité de faire vraiment le deuil. Madame Le Goff, la mère de Yann, développe une obsession. Elle retourne chaque semaine sur les lieux des recherches, scrutant les rochers, espérant découvrir un indice que les professionnels auraient manqué. Son mari, le marin-pêcheur, adopte une attitude différente. Il sait ce que la mer peut faire. Il a vu assez de corps jamais retrouvés pour comprendre que certaines disparitions ne trouvent jamais d'explication. La famille Kerouac vit un calvaire différent. Alan était leur fils unique, l'héritier de 3 générations de marins. Sa disparition brise une lignée et laisse ses parents dans un désarroi total. Son père, ancien capitaine de commerce, ne supporte pas l'incertitude et finance de ses deniers personnels des recherches privées. Il fait appel à des plongeurs professionnels, à des spécialistes en recherche sous-marine, dépensant des sommes considérables dans l'espoir de retrouver ne serait-ce qu'un objet ayant appartenu à son fils. Chez les Prigent, on s'accroche à l'espoir. Gwenaël était passionné d'histoire et excellent nageur. Ses parents imaginent qu'il a pu survivre à un accident, être secouru et soigné quelque part, victime d'une amnésie temporaire. Il contacte tous les hôpitaux de la région, puis de France, publie des avis de recherche dans les journaux nationaux. La famille Kozik réagit avec la rudesse de leur milieu. Loïc Père était garde-côte. Il connaît la réalité des accidents en mer. Mais sa femme ne l'accepte pas. Elle développe une théorie selon laquelle les 4 amis ont été victimes d'un enlèvement, qu'ils sont détenus quelque part, qu'ils vont revenir. Cette disparition marque également la communauté au-delà des familles directement touchées. Ploumanac'h, habitué aux touristes de passage, découvre la réalité d'une tragédie qui touche ses enfants. Le café du port, où les 4 amis avaient l'habitude de se retrouver, devient un lieu de pèlerinage informel. Leurs photos, affichées sur un mur, regardent les consommateurs avec leur sourire de 20 ans. L'enquête officielle reste ouverte, mais au fil des mois puis des années, elle devient purement administrative. Le dossier s'enrichit périodiquement de signalements sans suite, un randonneur qui croit avoir vu des débris d'appareils photo, un pêcheur qui remonte des morceaux de tissu dans ses filets, un touriste qui trouve un objet métallique dans une crevasse rocheuse. Chaque piste est consciencieusement vérifiée et, chaque fois, l'espoir renaît dans les familles avant de retomber. Rien ne correspond, rien ne peut être formellement rattaché aux 4 disparus. En 1990, 2 ans après la disparition, une cérémonie officielle est organisée au cimetière de Perros-Guirec. 4 stèles commémoratives sont érigées, permettant enfin aux familles d'avoir un lieu de recueillement. La cérémonie, sobre et émouvante, rassemble tout le village et marque symboliquement la fin de l'espoir de retrouver les disparus vivants. Mais pour les familles, l'histoire ne peut pas se terminer là. Entre 1988 et 2010, la disparition des 4 amis de Ploumanac'h devient progressivement une légende locale. Les anciens du village racontent l'histoire aux nouveaux arrivants. Les guides touristiques l'évoquent parfois comme un exemple des dangers de cette côte magnifique mais impitoyable. Périodiquement, l'affaire refait surface dans les médias locaux.
À chaque anniversaire de la disparition, Ouest France publie un article rappelant les faits, interrogeant les familles qui, malgré le temps qui passe, n'ont jamais vraiment renoncé à comprendre ce qui s'est passé. En 1995, 7 ans après les faits, un nouveau développement relance l'espoir. Un plongeur amateur découvre au fond d'une crique, à 3 km de Ploumanac'h, les restes d'un sac étanche contenant du matériel photographique. L'expertise révèle qu'il s'agit d'un équipement compatible avec ce que possédait Yann Le Goff. Cette découverte relance l'enquête. Des plongeurs professionnels sont mandatés pour fouiller systématiquement la zone. Ils découvrent effectivement plusieurs objets métalliques corrodés, mais rien qui puisse être formellement identifié comme appartenant aux disparus. Plus troublant, l'analyse des courants marins révèle que ces objets ne peuvent pas avoir dérivé naturellement depuis les zones où les recherches initiales se sont concentrées. Ils proviennent forcément d'un point de chute plus éloigné, dans une direction qui ne correspond pas aux hypothèses d'accident retenues en 1988. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives. Les enquêteurs réexaminent leur théorie initiale. Et si les 4 amis ne s'étaient pas tués accidentellement près de Ploumanac'h? Et s'ils s'étaient aventurés plus loin le long de la côte? Et si leur accident s'était produit dans une zone qui n'avait pas été explorée? De nouvelles recherches sont organisées, cette fois dans un périmètre élargi. Elles ne donnent rien de plus, mais l'hypothèse d'un accident éloigné de la zone de départ devient plausible. En 2000, 12 ans après la tragédie, une nouvelle génération de gendarmes reprend le dossier dans le cadre d'une révision systématique des affaires non résolues. Le lieutenant Sophie Morvan, nouvellement affectée à Lannion, découvre des incohérences dans l'enquête initiale qui l'intrigue. « Regardez cette chronologie », dit-elle à son collègue en étalant les pièces du dossier. 4 jeunes expérimentés partent à 11h30 pour une sortie photo qu'ils ont soigneusement planifiée. Ils connaissent parfaitement les horaires de marée, ils ont de l'équipement de sécurité. Et ils disparaissent sans laisser la moindre trace. Elle s'intéresse particulièrement aux témoignages de pêcheurs qui mentionnent avoir vu un bateau semi-rigide dans la zone le 1er octobre 1988. Ces témoignages, jugés sans intérêt à l'époque car ce type d'embarcation est courant, prennent une dimension différente avec le recul. Jean-Claude Gaine, patron pêcheur, déclare avoir croisé un semi-rigide vers 15h30 le jour de la disparition. Il se dirigeait vers le large à vive allure. L'équipage ne répondait pas au salut radio habituel entre marins. Le lieutenant Morvan interroge à nouveau Jean-Claude Gaine, maintenant âgé de 65 ans. Sa mémoire reste précise sur cet épisode. C'était pas des gens du coin, ça c'est sûr. Sur l'eau, on se connaît tous. Et puis ils étaient pressés. Ils ont même pas ralenti dans le chenal. Ça m'avait marqué. Vous pourriez reconnaître le bateau. Semi-rigide gris et blanc, moteur puissant. Dans les 8-9 mètres. Mais après 12 ans, cette piste maritime, négligée lors de l'enquête initiale, ouvre de nouvelles hypothèses. Et si les 4 amis avaient été témoins de quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir? Et si leur disparition n'était pas accidentelle, mais sans nouveaux éléments matériels, l'enquête ne peut pas progresser. Le dossier retourne dans ses cartons, enrichi de quelques interrogations supplémentaires, mais toujours sans réponse. En 2005, 17 ans après les faits, les parents de Yann Le Goff prennent une décision difficile. Ils organisent une vente aux enchères des affaires de leur fils pour financer une dernière campagne de recherche. Les objectifs photos, les livres sur la photographie bretonne, les tirages encadrés, tout y passe. Cette vente, très médiatisée localement, attire l'attention d'un ancien garde-côte à la retraite, Marcel Pennec. En examinant les photos de Yann exposées avant la vente, il remarque quelque chose qui avait échappé à tous. Cette série de clichés de la Côte-Nord, dit-il aux parents. Je reconnais l'angle de prise de vue. Votre fils photographiait depuis des positions très précises, souvent dangereuses d'accès. Il connaissait des passages que même nous, on utilisait rarement. Marcel Pennec accepte de guider une ultime recherche dans des zones qu'il est le seul à pouvoir atteindre. Cette exploration menée par les familles elles-mêmes, avec quelques bénévoles, ne donne rien. Mais elle permet aux proches des disparus de se convaincre définitivement qu'ils ont tout essayé.
C'est paradoxalement cette acceptation progressive qui va permettre la découverte de 2010. Henri Blanchard n'est pas breton d'origine. Retraité de l'Éducation nationale, ancien professeur de sciences naturelles dans la région parisienne, il s'est installé à Perros-Guirec en 2008 pour profiter de ses vieux jours au bord de l'océan. Sa passion pour la malacologie, l'étude des mollusques, l'amène à parcourir régulièrement les plages à marée basse à la recherche de spécimens rares pour sa collection. Le matin du 15 octobre 2010, les conditions sont parfaites pour sa prospection favorite. Grande marée de coefficient 110, temps clair, vent faible. Henri Blanchard se lève avant l'aube pour être sur la plage de Ploumanac'h, dès que la mer se retire suffisamment pour découvrir les zones habituellement immergées. Il connaît maintenant bien les secteurs les plus riches en coquillages intéressants. La zone qu'il explore ce matin-là, au nord de la plage principale, est particulièrement prometteuse. Les tempêtes de l'hiver précédent ont remanié le sable et découvert de nouveaux gisements de coquilles fossiles. Vers 7h30, alors qu'il fouille méthodiquement une zone de sable et de galets avec son petit râteau, l'objet attire son attention. À demi enfoui sous les algues séchées, quelque chose de métallique brille dans la lumière rasante du matin. Henri Blanchard dégage délicatement l'objet. C'est une boussole navale ancienne, en bronze patinée par des années d'exposition aux embruns. Le métal, bien que corrodé superficiellement, a résisté à son séjour maritime. La boussole est encore parfaitement reconnaissable, avec son cadran gradué et son aiguille magnétique bloquée par la corrosion. Ce qui intrigue le collectionneur, c'est la gravure sur le pourtour de l'instrument. 4 initiales, gravées à la main avec soin. IG, L, G, AK, GP, LC. Henri Blanchard, qui connaît l'histoire locale depuis qu'il vit à Perros-Guirec, fait immédiatement le rapprochement. Ces initiales correspondent exactement au nom des 4 jeunes disparus en 1988. Yann Le Goff, Alan Kerouac, Gwenaël Prigent, Loïc Kozik. Mais ce qui le sidère vraiment, c'est l'état de conservation de l'objet. Cette boussole n'a manifestement pas passé 22 ans dans l'eau salée. La corrosion est superficielle, le mécanisme interne semble intact, et surtout, l'objet était à peine enfoui dans le sable, comme s'il avait été déposé là récemment. Henri Blanchard examine l'instrument sous tous les angles. La boussole possède un petit compartiment étanche, probablement destiné à ranger des cartes ou des documents de navigation. En manipulant le mécanisme de fermeture, il parvient à l'ouvrir. À l'intérieur, enroulé dans une protection plastique qui a parfaitement résisté à l'humidité, se trouve un petit rouleau de microfilm photographique. Henri Blanchard comprend immédiatement qu'il tient entre ses mains une découverte majeure. Sans même examiner le contenu du microfilm, il remet délicatement la boussole dans son sac et rentre chez lui pour prévenir les autorités. À 9h30, il téléphone à la gendarmerie de Perros-Guirec. « Bonjour, je pense avoir trouvé quelque chose en rapport avec la disparition des 4 jeunes en 1988. Une boussole avec leurs initiales et un film à l'intérieur. » Le gendarme de service, d'abord sceptique, ce n'est pas la première fois qu'un habitant pense avoir découvert un indice, change d'attitude quand Henri Blanchard décrit précisément l'objet et les initiales gravées. « Ne touchez plus à rien, monsieur. Nous arrivons. » Le brigadier-chef Thomas Kilfen, qui a repris l'enquête après le départ à la retraite du maréchal des logis Cadic, se déplace personnellement chez Henri Blanchard. L'homme qui l'accueille est un retraité méthodique, ancien enseignant dont le témoignage paraît absolument fiable. « Où exactement avez-vous trouvé cet objet ?»« Sur la plage de Ploumanac'h, secteur nord. »« Je peux vous montrer l'emplacement précis, j'ai l'habitude de noter mes découvertes. » Henri Blanchard sort un carnet où il consigne méticuleusement ses trouvailles malacologiques avec date, heure, coordonnées GPS et conditions de marée. Coordonnées 48 degrés 49 23 N, 3 degrés 29 41 W. Trouvé à 7h37, marée basse, coefficient 110, enfoui sous environ 15 cm de sable et d'algues. Le brigadier-chef examine la boussole. Aucun doute possible. Les initiales correspondent exactement aux 4 disparus.
et l'objet correspond aux descriptions données en 1988 par les familles des instruments navals qu'emportait Alan Kerouac. Vous avez ouvert le compartiment? Oui, il y a un microfilm à l'intérieur. Je n'ai pas cherché à voir ce qu'il contenait. Bien, nous allons faire examiner tout ça par nos spécialistes. Le microfilm est envoyé au laboratoire de police technique et scientifique de Rennes. L'analyse révèle qu'il contient une trentaine d'images photographiques en noir et blanc, prises visiblement dans une grotte marine. Les premiers clichés montrent les formations rocheuses spectaculaires d'une cavité naturelle, avec des jeux de lumière artistiquement composés. On reconnaît le style photographique de Yann Le Goff. Mais les dernières images sont différentes. On y voit distinctement 3 hommes en train de décharger des caisses d'un bateau semi-rigide. Les visages sont nets, les détails précis. Ces photos ont été prises en cachette, depuis une position dissimulée avec un téléobjectif. Plus troublant encore, on distingue nettement sur les caisses des inscriptions en espagnol et des symboles qui, selon les experts, correspondent aux marquages utilisés par les trafiquants de drogue dans les années 1980. Ces images changent complètement la donne, déclare le commandant de gendarmerie après examen du dossier. Si ces photos sont authentiques, nous n'avons plus affaire à un accident mais à un homicide. L'enquête est immédiatement relancée. Mais 22 ans après les faits, les pistes sont froides. Les analyses techniques confirment que les photos datent bien de 1988 et qu'elles ont été prises avec du matériel photographique compatible avec celui de Yann Le Goff. La boussole fait également l'objet d'expertises approfondies. Les analyses révèlent qu'elle a bien séjourné en milieu marin, mais pas pendant 22 ans. Selon les experts, son exposition à l'eau salée ne dépasse pas quelques mois, 1 an maximum. Cette conclusion soulève une question troublante. Comment cet objet, qui a disparu en 1988 avec les 4 amis, a-t-il pu rester caché pendant plus de 20 ans pour réapparaître en 2010? Fort de ces nouveaux éléments, le commandant de gendarmerie décide d'organiser une reconstitution sur les lieux présumés de la disparition. Les photos du microfilm permettent d'identifier avec certitude la grotte où les images ont été prises. C'est celle-là même que les équipes de secours avaient explorée en 1988 sans rien découvrir. Le 3 novembre 2010, une équipe d'enquêteurs, accompagnée de spécialistes en photographie judiciaire, se rend dans la grotte marine de la pointe de Skewel. L'objectif est double: comprendre comment les 4 amis ont pu assister à une opération de trafic de drogue et déterminer pourquoi leurs corps n'ont jamais été retrouvés. L'exploration révèle effectivement que la grotte possède 2 accès. L'un par terre, celui qu'ont emprunté les 4 photographes, l'autre par mer, utilisé par les trafiquants. Les 2 entrées communiquent, mais une personne arrivant par l'accès terrestre peut facilement observer ce qui se passe du côté maritime sans être vue. C'est exactement ce qui s'est passé, reconstitue l'enquêteur principal. Les 4 amis explorent la grotte par l'accès terrestre. Des trafiquants arrivent par bateau pour décharger de la drogue. Yann Le Goff, photographe instinctif, immortalise la scène, mais le déclic de l'appareil les trahit. Les photos du microfilm permettent de dater précisément la scène. Le 1er octobre 1988, vers 14h30, au moment de la marée basse. Tout correspond aux derniers éléments connus sur les déplacements des 4 amis. Mais comment expliquer que ces photos aient survécu, s'interroge le commandant. Si les trafiquants ont éliminé les témoins, ils ont forcément récupéré l'appareil photo et détruit les preuves. C'est là qu'intervient une hypothèse qui va révolutionner l'enquête. Alan Kerouac, passionné de photographie comme son ami Yann, avait l'habitude d'emporter un petit appareil de secours lors de leurs expéditions. Un appareil discret, utilisé spécifiquement pour documenter leur découverte de lieux secrets. Selon cette hypothèse, quand Yann a commencé à photographier avec son Nikon principal, Alan a sorti son appareil de secours pour immortaliser la même scène sous un angle différent. Quand les trafiquants les ont découverts, ils ont récupéré le Nikon évident, mais ont manqué l'appareil discret d'Alan.
Avant de mourir, Alan aurait eu le temps de sortir le microfilm de son appareil et de le cacher dans sa boussole navale, espérant que cet objet familier passerait inaperçu ou qu'il pourrait être récupéré plus tard. Cette théorie explique pourquoi les photos existent encore et pourquoi elles se trouvaient dans la boussole d'Alan. Mais elle soulève une nouvelle question. Comment la boussole a-t-elle pu réapparaître en 2010 ? La médiatisation de la découverte de la boussole provoque un développement inattendu. Le 18 novembre 2010, 3 jours après la publication d'un article dans Ouest France détaillant les nouvelles découvertes, un homme se présente à la gendarmerie de Lannion. Marcel Tanguy, 68 ans, ancien docker au port de Brest, demande à parler aux enquêteurs chargés de l'affaire des 4 disparus de Ploumanac'h. Son témoignage va éclairer d'un jour nouveau les événements de 1988. « J'ai lu l'article dans le journal », commence-t-il d'une voix hésitante. « Les photos, la boussole, je sais ce qui s'est passé. » Marcel Tanguy explique qu'en 1988, il travaillait comme docker, mais complétait ses revenus en participant occasionnellement à des opérations de contrebande. Rien de méchant à l'époque, plutôt du tabac, de l'alcool, parfois des objets de luxe, mais jamais de drogue. Au début des années 1980, il avait été contacté par une organisation qui utilisait des grottes marines bretonnes comme point de transit pour des marchandises venant d'Espagne. Il payait bien, et le travail était simple, juste décharger des bateaux et stocker des caisses en attendant qu'on vienne les chercher. En octobre 1988, j'étais sur l'équipe qui travaillait du côté de Ploumanac'h. Mais ce jour-là, quelque chose a mal tourné. Marcel Tanguy raconte comment l'opération, qui devait être de routine, a dégénéré. On était en train de décharger quand le chef a entendu un bruit, un déclic d'appareil photo. Il y avait quelqu'un dans la grotte. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Le chef, un type de Marseille qu'on appelait Serrano, il est devenu fou. Il a dit qu'on ne pouvait pas laisser de témoins, qu'avec des photos, on était tous foutus. Marcel Tanguy s'interrompt, visiblement ému par ce qu'il doit raconter. Il y avait 4 gosses, avec du matériel photo. Ils venaient juste visiter la grotte. Ils ne savaient même pas qu'on existait. Serrano a dit qu'il fallait les faire taire définitivement. Moi et l'autre gars, on n'était pas d'accord. C'étaient des mômes innocents, mais Serrano, il avait une arme. Le témoignage de Marcel Tanguy confirme la théorie des enquêteurs, mais révèle des détails glaçants sur les derniers moments des 4 amis. Avant que ça se passe, l'un des gosses, celui qui avait une boussole, il a réussi à cacher quelque chose dedans. Serrano ne l'a pas vu. Le gamin était malin. Qu'est-ce qui est arrivé au corps ? Serrano connaissait bien la côte. Il y a des endroits où les courants emmènent tout vers le large, des trous dans les rochers où rien ne remonte jamais. C'est là qu'ils ont fini. Marcel Tanguy explique pourquoi il a gardé le silence pendant 22 ans. Serrano m'avait dit que si je parlais, ma famille y passerait aussi. J'avais une femme, 2 gamins, je pouvais pas prendre le risque. Mais en 2008, j'ai appris que Serrano était mort, cancer. Et quand j'ai vu l'article sur la boussole, j'ai compris que le gamin avait réussi son coup. Ses photos étaient restées cachées tout ce temps. Comment cette boussole a-t-elle pu réapparaître sur la plage ? C'est là que le témoignage de Marcel Tanguy prend une tournure inattendue. Après ce qui s'est passé, j'ai plus jamais travaillé avec ces gens-là. Mais j'ai gardé un contact dans le milieu. Et il y a 2 ans, j'ai appris quelque chose. Marcel explique qu'en 2008, lors de travaux de rénovation d'un ancien entrepôt de Brest, des ouvriers ont découvert une cache secrète contenant du matériel ayant appartenu à l'organisation de Serrano. Il y avait des armes, de l'argent, et aussi des objets personnels récupérés sur les victimes. Quelqu'un a récupéré cette boussole ? Mon contact, oui. Il ne savait pas ce que c'était, mais l'objet était beau, en bronze. Il l'a gardé chez lui 2 ans, et puis sa conscience lui a travaillé. Il avait entendu parler de l'histoire des 4 disparus. Il a fini par faire le rapprochement avec les initiales. Alors il l'a jeté à la mer. Non, il me l'a donnée. Il voulait pas la garder, mais il n'osait pas aller voir les flics. Moi, j'ai hésité longtemps. Et puis j'ai décidé de la remettre là où elle pouvait être trouvée, quelque part où ça aurait un sens.
Marcel Tanguy explique avoir choisi la plage de Ploumanac'h parce qu'elle était liée à l'histoire des 4 amis. J'y suis allé de nuit en septembre, j'ai enterré la boussole dans le sable, pas trop profond, à un endroit où quelqu'un finirait par la trouver. Ce témoignage, corroboré par des vérifications, explique enfin le mystère de la réapparition de la boussole, mais il ouvre également la voie aux arrestations. Le témoignage de Marcel Tanguy permet d'identifier les derniers membres survivants du réseau qui opérait en 1988. Serrano, le chef, est mort en 2008, mais son lieutenant, un homme connu des services de police sous le nom de Francis Morales, vit toujours dans la région marseillaise. L'arrestation de Francis Morales, 63 ans, a lieu le 12 décembre 2010. Confronté aux photos du microfilm et aux témoignages de Marcel Tanguy, il finit par avouer sa participation aux événements d'octobre 1988. On faisait du trafic, c'est vrai. Mais on n'a jamais voulu tuer ces gosses. C'est Serrano qui a pété les plombs. Il disait qu'avec des photos, on était tout bon pour 20 ans de prison. Francis Morales confirme les détails donnés par Marcel Tanguy et fournit des informations supplémentaires sur l'organisation du trafic. Le réseau utilisait effectivement plusieurs grottes marines bretonnes comme point de transit pour des drogues de synthèse, fabriquées en Espagne et destinées aux marchés européens. Cette grotte de Ploumanac'h, on l'utilisait depuis 1985. Personne ne venait jamais là. L'accès par terre était trop difficile, et par mer, il fallait connaître les courants. C'était parfait. L'enquête révèle que l'organisation a cessé ses activités en Bretagne après l'incident de 1988, se déplaçant vers d'autres régions côtières. Les 4 photographes ont été victimes d'être au mauvais endroit au mauvais moment, témoins involontaires d'une activité qu'ils n'auraient jamais dû découvrir. En mars 2011, Francis Morales est condamné à 15 ans de prison pour homicide et trafic de stupéfiants. Marcel Tanguy, en raison de sa coopération avec la justice et du délai écoulé, écope de 3 ans avec sursis. Mais au-delà des condamnations, c'est surtout la vérité qui émerge enfin après 23 ans de mystère. En avril 2011, une cérémonie officielle est organisée à Perros-Guirec en mémoire de Yann Le Goff, Alan Kerouac, Gwenaël Prigent et Loïc Kozik. Pour la première fois depuis leur disparition, leurs familles connaissent enfin la vérité sur leur sort. Les 4 stèles du cimetière sont complétées par une plaque commémorative qui rend hommage à leur passion pour la photographie bretonne et salue le courage d'Alan Kerouac, qui, dans ses derniers instants, a su préserver les preuves qui permettraient un jour de révéler la vérité. Henri Blanchard, le découvreur de la boussole, assiste à la cérémonie. « Je cherchais des coquillages, dit-il simplement. Je n'imaginais pas découvrir la clé d'un mystère vieux de 22 ans. Les photos du microfilm, après avoir servi de pièce à conviction, sont remises aux familles. Ces dernières images prises par les 4 amis témoignent de leur talent et de leur passion, mais aussi du courage dont ils ont fait preuve face à une situation qui les dépassait. La grotte marine de la pointe de Skewell, théâtre de cette tragédie, est aujourd'hui fermée au public pour des raisons de sécurité. Une plaque discrète, visible seulement des connaisseurs, rappelle que 4 jeunes Bretons y ont perdu la vie en octobre 1988 pour avoir été témoins de ce qu'ils n'auraient jamais dû voir. L'affaire des 4 disparus de Ploumanac'h illustre comment la passion de la photographie, l'amour de la Bretagne et le hasard tragique peuvent se conjuguer dans un drame qui marque toute une communauté. Elle montre aussi comment la vérité, même cachée pendant des décennies, finit toujours par remonter à la surface, comme cette boussole navale portée par les courants du temps jusqu'à celui qui saurait la comprendre. Cette histoire nous enseigne que derrière chaque disparition mystérieuse se cachent souvent des réalités plus sombres qu'un simple accident. 4 jeunes hommes de 20 ans, partis photographier les beautés de leur terre natale, ont payé de leur vie le fait d'avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Mais leur histoire, révélée par une boussole retrouvée 22 ans plus tard, témoigne que certains secrets ne peuvent rester enfouis à jamais. Que pensez-vous de cette tragique découverte ? Avez-vous perçu les indices qui révélaient progressivement la véritable nature de cette disparition ?
Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par cette histoire vraie et si vous appréciez ces enquêtes approfondies sur des mystères bretons, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette reconstitution vous a marqué et partagez cette histoire avec ceux qui s'intéressent aux mystères non résolus de nos côtes.